Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, l'émission se fait en deux temps avec deux groupes d'invités. Dans un premier temps, sinon à la première partie de l'émission, nous recevons le professeur Augustin Nelson pour parler des 50 ans d'existence du Collège canado-haïtien. Et à la seconde partie de l'émission, on accueille deux invités, deux jeunes intellectuels, les juristes Lionel Edouard, qui est également communicateur social, et Réginald Calixte, qui est juriste. Avec eux, on posera la question, peut-on construire Haïti sans la pensée? Mais pour l'instant, intéressons-nous au demi-siècle du Collège canado-haïtien. Augustin Nelson, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour, Monsieur Allen, et bonjour à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs et les radios-télé Métropole et tous les téléspectatrices également. C'est un plaisir pour moi de répondre à votre invitation. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'adresser au public pour vous voir parler de 50 ans du demi-siècle du Collège canado-haïtien que nous venons de lancer dimanche dernier avec la cérémonie inaugurale. J'ai envie de dire tout de suite, de me poser la question, de vous poser la question, de poser la question aux téléauditeurs de Métropole. Qui ne connaît pas en Haïti le Collège canado-haïtien? Donc moi je le connais bien, je n'y ai pas été, mais je connais le canado-haïtien. Mais cela n'empêche pas à moi de vous demander de retracer l'histoire du Collège canado-haïtien pour nos téléspectateurs et auditeurs. On va enfoncer une porte ouverte. Oui, en quelque sorte. Tout le monde connaît pour connaître le Collège canado-haïtien, mais ça me fait le plaisir de reprendre brièvement l'histoire du Collège canado-haïtien. Le Collège canado-haïtien a commencé en 1969. L'idée est venue des Frères du Sacré-Cœur de créer une alternative par rapport à l'enseignement qui est uniquement classique pour créer un collège à vocation polyvalente. Donc, au départ, les frères ont voulu un collège polyvalent parce que les Frères du Sacré-Cœur ont compris que pour le développement du pays, on ne peut pas miser uniquement sur l'enseignement classique. Il faut diversifier la formation de façon à ce que chacun puisse avoir la possibilité de développer ses talents, ses compétences dans le domaine qui lui correspond. Donc c'est dans ce sens-là que les frères, en 1969, ont entrepris ce collège qu'ils voulaient polyvalent. Au départ, il y avait trois filières. Il y a la section classique, il y a la section technique et la section professionnelle. Donc, le collège a fait son chemin. Au départ, en 3 ans après, on a construit la section technique, le Canado technique que nous connaissons actuellement, pour pouvoir, après la classe de 4e, faire une évaluation des élèves et ensuite les orienter dans une filière qui correspond à leur capacité, après un test d'orientation. Donc est-ce que c'est obligatoire pour tous les élèves? C'était obligatoire au départ. Non, ce n'est pas obligatoire la filière technique. La filière technique, mais au départ, c'est après évaluation qu'on fait le test. Ensuite, en fonction de la capacité de l'élève, ou bien on peut choisir de continuer dans la filière générale, ou bien on s'oriente vers le volet technique à la manière d'un cégep canadien. Donc je parle de l'historique, du début du Collège canado. Mais actuellement, comment cela évolue? Bon, c'est sûr qu'au fil de l'histoire, parce que ce projet n'a pas au départ été accepté par le ministère de l'Éducation nationale. Donc on a dû, le ministère de l'Éducation nationale de l'époque, on a dû repenser pour pouvoir,
tenir l'école technique, mais également donner la possibilité à nos élèves de bénéficier de cette capacité de diversifier leur formation. Actuellement, c'est redevenu une réalité avec le nouveau secondaire, puisque avec le secondaire rénové, le volet technique est pris en compte. Et qu'actuellement, au Collège canado-haïtien, tous nos élèves, en fonction de leur capacité, suivent une filière complémentaire par rapport à l'étude classique, c'est-à-dire l'enseignement général. Donc, c'est une grande possibilité qu'ont nos élèves de pouvoir, en fonction de leur capacité, à côté de l'école classique. Parce qu'avant, on allait orienter l'élève vers une filière technique, mais maintenant, c'est obligatoire. Dans son cursus, il continue l'école classique et déjà sort de l'école pratiquement avec un métier. En Haïti, on a souvent tendance à catégoriser les écoles en grandes écoles, écoles borlettes, etc., etc. On sait que le canado-haïtien se retrouve heureusement dans la catégorie de grandes écoles, mais est-ce qu'avec le temps, les choses n'ont pas changé au sein du Collège canado-haïtien? Je veux dire, par exemple, très souvent, on entend des gens qui disent que, dans la langue vernaculaire, ça canadoté longtemps, le passe encore assez longtemps canadoté canado. Alors, ils disent ça pour toutes les grandes écoles. Est-ce que Canado reste le même, le collège reste le même? Est-ce que l'idée de départ des anciens n'a pas été pervertie, n'a pas changé? Donc il faut dire que Canado ne pouvait pas être le même puisque l'histoire évolue, le Canado aussi évolue. Non, le même en termes de compétences, en termes de transmission de connaissances. Donc j'arrive pour dire que le Canado se développe, le Canado s'adapte et le Canado donne une formation appropriée au monde actuel. Je veux dire, est-ce que le Canado ne tombe pas dans l'autre catégorie? Non, pas du tout, pas du tout. Voilà, c'était le sens de ma question. Au contraire, le Canado se renouvelle, le Canado revoit toujours ses pratiques pour pouvoir former des jeunes adaptés au contexte actuel du monde actuel. Parce que ce serait illusoire de toujours se référer à un passé pour dire que voilà ce qu'il y avait de glorieux avant. Mais il faut voir aussi qu'est-ce qu'il y a de glorieux maintenant. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a toutes sortes de possibilités. Aujourd'hui, l'école ne peut plus se faire de la même manière parce que l'école n'a plus le monopole de l'information. Les informations se retrouvent un peu partout. Avec un clic sur Internet, on a toutes les informations. Mais seule l'école est capable de transformer ces informations en savoir. Et cela, ça se fait dans une salle de classe, entre un professeur comme intermédiaire qui aide l'élève à construire ce savoir-là. Et pour cela, ça demande une infrastructure qui est appropriée, des professeurs compétents devant les élèves pour pouvoir donner un enseignement de qualité, et aussi la diversification de cette formation pour que cette formation réponde aux critères actuels du monde d'aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, le monde devient un village. Et lorsque quelqu'un est formé dans le système haïtien, il arrive dans n'importe quel système, il ne devait pas être dépaysé parce qu'on a la possibilité aujourd'hui de donner une formation appropriée, une formation de qualité. Surtout avec l'intégration du numérique dans l'éducation, ça fait que le langage actuel qu'on parle dans l'éducation, c'est le langage du numérique. Personne ne peut faire fi de cette réalité-là parce que nous éduquons aujourd'hui et aujourd'hui, nous allons vers un monde basé sur le numérique. Donc cela dit, vous vous êtes approprié la technologie au sein du Canado haïtien? Ah ben bien sûr, puisque le monde actuel, c'est un monde déjà très technologique. Donc pour pouvoir permettre à nos jeunes de s'adapter,
on leur donne la possibilité de s'initier à la technologie. Voilà pourquoi. Et à quel niveau? À quel niveau? Voilà pourquoi chaque année, nous organisons un salon de compétences avec les deux Canados ensemble et nous invitons les autres écoles de la place à venir faire l'exposition des compétences au niveau technologique de leurs élèves. Donc je pense que c'est une porte ouverte pour pouvoir permettre au public de voir qu'est-ce que nos élèves sont capables de créer, qu'est-ce que les élèves actuellement en salle de classe sont capables de faire. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en mesure de faire beaucoup de choses à partir de l'enseignement diversifié, notamment l'intégration de la technologie. Et vous repaissez les élèves de technologie à quel niveau, au niveau du Canada haïtien? Les élèves s'initient à la technique à partir du secondaire 1. Avec le secondaire rénové, les élèves en rentrant au Collège Canado, nous faisons également des recrutements en secondaire 1. Donc, ils font une expérience de découverte des différentes filières qui existent. À partir des différentes filières, ils choisissent dans quelle filière ils s'orientent pour pouvoir développer leurs capacités dans ce domaine-là. Qu'il s'agisse de la télécommunication, qu'il s'agisse de l'informatique, parce que nos élèves sont très doués en matière d'informatique. Il y a des élèves qui sont actuellement des informaticiens, pourtant ils sont encore à l'école classique. Donc, qu'il s'agisse aussi de mécanique, ajustage, etc. Nos élèves s'initient à un métier et ils s'initient également à la technologie leur permettant de développer leurs compétences en fonction de leurs capacités, en fonction de leurs aptitudes. Il y a un point qu'on n'a pas soulevé en préambule. Canado, pourquoi? Parce que hier, j'ai posé la question, dans la préparation de l'émission, j'ai posé la question à un collaborateur, mais Canado, est-ce que ça vient du Canada, de la coopération canado-haïtienne? Pourquoi Canado? Justement, en fait, j'ai un peu répondu à la question dans mon introduction pour dire que c'était une initiative à la manière d'un cégep canadien. Ah, ok. Et c'était les Canadiens qui étaient à la base. Mais c'est ce que vous n'aviez pas dit. C'est des frères canadiens qui étaient à la base de cette fondation, même si le premier directeur, Georges Matelier, c'est un Haïtien, mais c'était des frères canadiens qui étaient à la base de cette initiative. Donc c'est pour cela qu'on a appelé les deux institutions canado-haïtien, parce que et aussi l'autre partie, la partie technique, a bénéficié de l'appui du gouvernement canadien pour sa construction. Comment les élèves intègrent le collège canado-haïtien? Est-ce qu'il y a toujours un concours, ou du moins les gens arrivent, un jeune arrive, ou un parent de jeune arrive avec lui et inscrit son enfant tout simplement? Est-ce que les élèves subissent un concours pour pouvoir intégrer le canado-haïtien? Oui, tout à fait, parce que nous avons un programme assez exigeant. Donc, nous tenons à ce que les élèves aient au moins la base pour pouvoir suivre ce parcours-là que nous offrons à nos élèves. Parce que moi, personnellement, je lutte pour une école qui évolue avec ses élèves sans déperdition, malgré que c'est une lutte difficile à réaliser, parce que le contexte actuel de l'éducation ne nous permet pas de le réaliser. Donc, mais je lutte pour que tout le monde, parce que mon idéal est que tout le monde peut réussir, tout le monde est capable de réussir. Mais cependant, si on n'a pas la base, la formation de base pour pouvoir intégrer notre cursus, ça va être difficile. C'est pour cela que nous faisons une évaluation pour voir est-ce que les prérequis sont là, de telle sorte que nous puissions accueillir. Et nous ne pouvons pas accueillir tout le monde non plus parce que les places sont limitées et les demandes sont nombreuses. Donc, nous faisons les recrutements en classe de 7e, année fondamentale, et en classe de secondaire 1, c'est-à-dire après les examens officiels de 9e année, nous faisons le recrutement. Même s'il n'y a plus d'examen officiel en 6e année, mais c'était d'habitude en 7e année que nous faisons le recrutement, nous maintenons le recrutement en 7e année. Mais il y a un test d'évaluation qui nous permet de jauger la base de l'élève pour intégrer le Collège canado-haïtien. Le Collège canado-haïtien, c'est 50 ans d'existence. C'est un parcours de combattant, je veux le croire, mais le combattant avait reçu un grand coup en 2010 lors du tremblement de terre. Donc, à quelle phase vous êtes? Est-ce que la reconstruction ou la construction du canado haïtien, c'est quelque chose de fini?
Tout à fait. Avec le 12 janvier 2010, le Canada, malheureusement, a subi un dommage très sévère. Puisque... Alors, si vous permettez, on peut afficher ça à l'écran pour que les téléspectateurs puissent voir. On va y arriver parce que c'est un projet. C'est un projet. Donc, le Canada haïtien a subi un coup dur dans le sens que le bâtiment a été totalement détruit. Mais avec la capacité résiliente de la congrégation, nous avons tout mis en œuvre pour la reconstruction du bâtiment. Ce n'est pas terminé totalement, mais nous reconstruisons le Canada sur le plan physique, nous reconstruisons également le Canada sur le plan académique, de telle sorte que nous voulons renouveler la formation que nous donnons pour l'adapter au monde actuel et permettre à nos élèves, les élèves qui sortent du Canada, de pouvoir s'insérer très facilement dans le monde actuel, que ce soit ici en Haïti ou ailleurs, et surtout de suivre le parcours universitaire avec beaucoup d'efficacité. Alors, nous sommes dans la phase de finalisation du bâtiment. Nous avons commencé la peinture, ce n'est pas encore terminé. Nous sommes aussi en phase de nombreux projets également, parce que nous sommes à notre demi-siècle, mais nous sommes aussi à notre première année de notre marche vers le centenaire. Et pour célébrer le centenaire, nous avons deux projets assez ambitieux. Le premier projet, c'est celui que vous venez de montrer à l'écran. C'est un projet de terrain multisport avec gradins et vestiaires pour les joueurs. Gradin pour le public, vestiaire pour les joueurs. Donc ce projet, nous aimerions l'inaugurer à la fête de clôture de l'année du 50e, c'est-à-dire en octobre 2019. Mais cependant, pour pouvoir le réaliser, le Canada se tourne vers ses anciens élèves qui sont nombreux et qui nous regardent maintenant et qui sont partout à travers le monde. Parce qu'il y a beaucoup d'associations d'anciens élèves qui fonctionnent à l'étranger. Il y en a qui fonctionnent ici en Haïti. Il y en a qui ne font pas partie des associations, mais qui occupent des fonctions importantes dans le pays, dans les administrations. Je me tourne vers eux maintenant pour leur dire que l'Alma Mater, votre collège vous attend pour pouvoir réaliser certains projets très ambitieux, notamment la construction de ce terrain multisport. Donc là, c'est un appel à la générosité. À la générosité des anciens et des personnes de bonne volonté pour nous permettre de réaliser premièrement ce terrain multisport qui concernerait toute la République, dans le sens que avec cette construction, nous pourrons faciliter les événements sportifs de l'ensemble du pays et aussi organiser des compétitions pour permettre aux jeunes du milieu de pouvoir se retrouver pour pratiquer le sport, parce que nous croyons que le sport, c'est le meilleur moyen pour apprendre aux jeunes à appliquer les règles. Et quel type de sport? Basketball, tout type de sport, football, c'est un terrain multisport, avec tout type de sport, futsal, basketball et volleyball. Donc, le sport est pour nous ce moyen-là de permettre aux jeunes de s'épanouir, de permettre aux jeunes d'apprendre le respect des règles. L'espace de socialisation véritable. De socialisation. Donc, nous allons miser sur cet aspect pour pouvoir offrir un cadre de standard international permettant à l'ensemble des groupes sportifs du pays de pouvoir bénéficier pour l'organisation des événements sportifs. Et l'autre projet que nous avons, c'est nous avons actuellement un laboratoire de chimie, mais à côté de ce laboratoire, nous voulons construire un laboratoire de sciences en général pour permettre aux élèves de faire des expériences au niveau technologique de manière à ce que nos élèves soient adaptés au contexte actuel de l'évolution du monde. Pour cela, nous comptons sur des anciens qui occupent des fonctions importantes dans ce domaine-là, parce que nous avons nos anciens élèves je suis en contact avec un ancien élève qui travaille à la NASA. Donc ça veut dire que nous avons des anciens élèves qui ont des expertises certifiées dans ce domaine. Nous comptons sur eux pour pouvoir nous appuyer dans l'implantation de ce nouveau laboratoire qui est un laboratoire de sciences de manière générale, pour pouvoir avoir cette capacité, donner cette possibilité à nos élèves de faire des expériences au niveau technologique conformément à l'évolution du monde actuel. Et le troisième volet des projets que nous avons, c'est un accompagnement
de nos enseignants en cours d'exercice, de manière à leur permettre d'intégrer les nouveautés avec lesquelles que nous arrivons, parce que nous ne venons pas avec les nouveautés pour disqualifier les personnes en exercice. Donc nous devons les accompagner, leur donner la formation continue, de manière à ce qu'ils puissent intégrer le nouveau mode d'enseignement que nous prenons actuellement, un enseignement diversifié pour une personne adaptée au contexte du milieu actuel, et aussi un citoyen conscient et conséquent, capable de prendre la relève pour ce pays qui a besoin des jeunes qui s'approprient des valeurs culturelles de leur pays, des jeunes qui sont conscients des problèmes dans lesquels nous évoluons actuellement, qui sont capables de s'engager, non pas pour se tirer d'affaire, mais qui sont capables de s'engager pour que la collectivité puisse vivre de manière beaucoup plus digne. Un mieux-être. Tout à fait. Et j'ai envie de vous demander à quel point vous en êtes. Sinon, toutes ces réalisations, est-ce que vous vous fixez un délai pour concrétiser tout ça? Nous sommes dans le délai, dans le sens que nous nous sommes donné 12 mois pour pouvoir réaliser ces projets. Maintenant, pour cela, nous multiplions les rencontres avec des anciens. Il y en a qui commencent à se manifester. Il y a des partenaires qui nous soutiennent. Nous les remercions. Nous profitons de votre micro pour les remercier. Il y a des anciens déjà qui se sont manifestés. Et, par exemple, dans le domaine sportif, nous avons un ancien qui vient de nous laisser et qui joue actuellement à la NBA. Il s'agit de la Bissière. Donc, il a promis de contribuer à la réalisation de ce projet. Donc, les anciens, il y en a qui sont très intéressés. J'espère qu'avec cette émission, ceux qui n'ont pas encore été informés vont se tourner vers le Canada pour pouvoir voir comment on peut participer. Parce qu'il y a plusieurs manières de participer. Ils peuvent participer avec une contribution financière, mais ils peuvent participer aussi en matière de compétences. C'est-à-dire quelqu'un qui a une compétence dans le domaine peut venir et offrir ses idées et son accompagnement pour pouvoir réaliser ces projets ambitieux que nous avons. Et je saisis l'occasion également pour remercier des associations d'anciens qui fonctionnent ici et à l'étranger, qui se soucient qui sont conscients de la réalité socio-économique des familles actuellement, puisque Canado, c'est un carrefour où se rencontrent toutes les couches sociales. Au cœur du Collège canado-haïtien, la mixité sociale est une réalité. Donc, nous avons des élèves qui viennent de partout, de toutes les couches sociales, et il y en a dont leurs parents ont vraiment des difficultés des difficultés économiques. Il y a des associations d'anciens qui se mobilisent à l'étranger et aussi en Haïti pour créer un fonds de bourse pour pouvoir aider certains élèves qui éprouvent des difficultés. Donc, je saisis l'occasion pour les remercier et les inviter à aller plus loin parce que plus nous avançons, plus les problèmes augmentent dans le pays et plus aussi les demandes augmentent. Et vous allez avoir besoin de ressources. On comprend bien. On va mettre un terme à l'émission, sinon à la première partie de l'émission. Mais je vous pose une toute dernière question. On sait que le Canado-haïtien est en fête. La fête a démarré, vous m'avez dit, dimanche dernier, et ça continue encore. Mais il y a un jour J. Comment ça va se passer le jour même de la fête? Eh bien, ça a commencé puisqu'il y a une cérémonie inaugurale qui vient d'avoir lieu dimanche dernier pour lancer les festivités. Tout au long de l'année, il y aura des activités. Et jusqu'en octobre 2019. Jusqu'en octobre 2019. Par exemple, il y a des anciens qui se mobilisent pour faire, par exemple, des activités pour un fundraising, pour permettre de récolter des fonds
au bénéfice de nos projets. Mais permettez que j'ouvre une parenthèse pour donner la garantie à toutes les personnes susceptibles de contribuer à la réalisation de ces projets que nous mettons en place une structure de gestion qui va donner la garantie que même si une personne donne 1 centime, ce centime-là ira vers la réalisation de ce projet. Donc là, vous parlez de reddition de compte? Reddition de compte avec une gestion claire et transparente. Nous avons une structure qui est formée avec un comité du 50e formé des anciens élèves, de la direction de l'école et aussi de représentants de parents d'élèves. Cette structure gère un compte créé pour pouvoir récolter des fonds et toutes les dépenses passeront par ce compte et on donnera la possibilité à la fin à un audit externe pour pouvoir auditer les dépenses de manière à ce que tous nos donateurs reçoivent un rapport clair qui dit que vous avez donné 1 centime et ce centime a été dirigé vers le projet pour lequel il a été destiné. Donc c'est cette garantie de transparence et de sérieux que nous donnons à toutes les personnes qui veulent nous aider. Et cette personne, même si vous donnez 1 centime, votre nom rentrera dans le livre d'or du Collège canado-haïtien qu'on est en train d'écrire. Augustin, donc, pour revenir à la question, parce que je n'avais pas encore répondu à la question, donc j'avais dit qu'il y avait un ensemble d'activités. Les anciens prévoient d'organiser des activités de fundraising. Au cours de ce mois d'octobre, ils prévoient déjà une activité pour pouvoir réunir certains anciens. On a une activité Back to School qu'on appelle Bingo Night, dont Kako anime habituellement, mais je laisse au comité organisateur qui a plus d'informations de donner les détails. Mais au niveau de l'école, nous avons un programme qui s'échelonne sur toute l'année. Nous aurons des activités sportives, nous aurons des activités culturelles, nous aurons également des activités à caractère environnemental. Tout ça va cheminer vers la grande fête finale qui se fera en octobre 2019 et pour pouvoir clôturer cette année du jubilé avec possibilité, et je l'espère, de pouvoir inaugurer l'un ou l'autre des projets que je viens d'annoncer. Augustin Nelson, merci d'avoir été avec nous et encore une fois, bonne fête. Et à moi de vous remercier de m'avoir donné cette possibilité de m'adresser au grand public. Merci pour le travail que vous faites au niveau de l'information dans ce pays, c'est très important. Et merci à tous ceux qui m'écoutent, qui me regardent actuellement et qui vont contribuer d'une façon ou d'une autre à nous aider à maintenir le flambeau du Collège Canado très haut au bénéfice de la jeunesse haïtienne pour le développement de ce pays. Merci encore. Merci beaucoup. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. On vient de recevoir notre premier invité, Augustin Nelson. C'est un responsable du Collège canado-haïtien, le collège qui fête ses 50 ans d'existence. C'est bien dit. Et 50 ans encore 50 ans, beaucoup. Vous allez multiplier les 50 ans. Tout à fait. On l'espère bien. À la seconde partie de l'émission, on accueille 2 invités, 2 jeunes juristes. Lionel Edouard, qui est juriste, je viens de le dire, et communicateur social. Et Réginald de Calixte, juriste et professeur de philosophie. Il sera question de donner la parole aux idées. Restez branchés, on revient. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Nos 2 invités annoncés sont avec nous. Lionel Edouard, juriste et communicateur social, bonjour. Bonjour Georges et un grand bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télémétropole. Réginald de Calixte, juriste et professeur de philosophie, bonjour. Bonjour Georges et bonjour à tous les téléspectateurs et aux auditeurs de Métropole. La question, on l'a posée ce matin, peut-on construire Haïti sans la pensée? Permettez d'abord, messieurs, que j'inscrive le débat dans un cadre philosophique. Et ça m'amène à vous demander à vous deux, c'est quoi penser? Qu'est-ce que penser?
Très juste, Georges. Et d'ailleurs, à la question posée, le premier mot qui frappe la personne qui écoute, c'est le mot penser. Penser, c'est quoi? Au départ, on dit que penser, c'est une activité complexe. D'abord, il faut qu'il y ait un étonnement de celui qui veut penser sur la réalité sur laquelle il est appelé à penser. Cet étonnement, c'est une prise de connaissance de cette réalité. Parce que pour transformer la réalité, il faut évidemment que la personne sache ce que c'est que cette réalité. Et à partir de là, l'opération de réflexion sur cette réalité pour pouvoir produire justement cette vision transformatrice va intervenir à partir de cette prise de connaissance, cette prise de conscience de cette réalité à transformer. Donc, pour pouvoir penser sur quelque chose, il faut d'abord s'étonner devant cette chose. Et maintenant, après avoir pris connaissance, après avoir été informé sur cette réalité ou sur cette chose, il y a un autre élément qui intervient. Qui est-ce qui pense? Pourquoi penser? Et penser pour changer quoi? Qui est-ce qui pense? On parle de changement d'Haïti ou bien de construction d'Haïti. Ça me ramène à la pensée de Grace-Moss qui, au début du 19e siècle, 20e siècle, pardon, posait déjà le problème des élites en Haïti. Lorsqu'on parle de pensée transformatrice, justement, cela fait appel à une certaine élite. C'est l'élite qui donne les orientations à la société. Or, depuis le siècle dernier, justement, Grace-Moss posait déjà le problème des élites qui étaient incapables d'orienter la société. Et ce problème d'orientation firmait également la soulevée aux environs de 1904 et a même prédit l'occupation américaine parce que le problème des élites était tellement fondamental et que le pays ne pouvait s'orienter que vers une occupation. Et les problèmes posés par ces grands penseurs du XXe siècle, on les a traînés à travers le temps. Ce sont des problèmes chroniques de l'élite haïtienne. Et maintenant, c'est ça, c'est là qu'il y a dilemme. Il faut construire Haïti. Je ne vais même pas dire reconstruire, il faut construire Haïti. Et pour construire Haïti, il faut faire appel à ces élites qui ont échoué dans l'orientation de la société haïtienne. C'est là tout le problème de penser changement et penser construction dans l'univers haïtien. Reginald de Calixte, qu'est-ce que penser? La même question. Donc c'est une question fondamentale, en fait, que nous posons ce matin. Donc, est-ce que nous pouvons changer ce pays sans la penser, sans le penser? Mais premièrement, nous devons définir, comme vous l'avez demandé, ce qu'est penser. Donc, penser pour moi, c'est accepter de perdre ses illusions. C'est l'acte par lequel nous prenons une certaine distance critique pour mieux comprendre, pour mieux connaître, pour mieux transformer, pour mieux agir. Donc sans ce recul, sans cette volonté de perdre nos illusions, donc le fait de vouloir perdre nos illusions, donc cela signifie que nous acceptons de perdre parfois nos convictions. Nous acceptons parfois de perdre ce que nous croyons qui nous est le plus cher. Donc pour mieux aborder la réalité avec objectivité. Parce que chacun de nous, nous avons nos subjectivités. Donc pour mieux aborder... Que nous protégeons. Justement, évidemment. Donc pour mieux aborder la réalité, il faut accepter de perdre nos illusions. Donc il faut aborder la réalité avec objectivité. Donc l'acte par lequel nous acceptons de perdre cette illusion pour mieux comprendre, mieux transformer et mieux agir s'appelle penser. Lionel, vous l'avez dit, avant la pensée, il faut l'étonnement. Et vous-même, Reginald, vous venez de le dire que penser, c'est accepter de perdre ses illusions. Est-ce que pour penser juste, pour bien penser, il faut inscrire cet acte, ou encore cette action, parce que la pensée est aussi active que l'action, si vous permettez, il faut l'inscrire dans un cadre axiologique, c'est-à-dire il faut considérer, apprécier un certain nombre de valeurs pour pouvoir mieux penser. Alors, le problème qui se pose, justement, et c'est bien que tu aies prononcé le mot « valeur ». Nous avons, et à travers le temps et depuis l'indépendance,
accéder à un ensemble de valeurs qui ne sont pas forcément les valeurs qui définissent l'haïtien dans sa plénitude. Brasmans a posé problème. Je prends toujours l'exemple de Brasmans qui parlait dans Ainsi parle la langue de revenir à notre race africaine. Avec l'Occident impose toujours ce qu'on appelle des valeurs universelles, une morale universelle et une civilisation universelle. Bien qu'avec Donald Trump aujourd'hui, on voit bien que cette civilisation universelle a échoué. Parce que cette civilisation a toujours été génératrice non seulement de crise, d'inégalité, mais également de domination. En Haïti, nous faisons face à ce qu'on appelle un phénomène peut-être linguistique, sociolinguistique, qu'on appelle aliénation sémantique. Brasmans avait remarqué que l'haïtien portait des discours dont il ne savait même pas l'origine, et non plus qui avait construit ces discours et pour quel but. Ça a donné un ensemble de problèmes. Par exemple, l'haïtien aujourd'hui, il est tout sauf haïtien. Il se projette partout sauf en Haïti. Si tu prends un haïtien de 20 ans aujourd'hui, je lui demande qu'est-ce qu'il veut, la première question, c'est laisser le pays. La première réponse, c'est laisser le pays. Pourquoi? Parce que l'haïtien ne se projette pas. Vous dites c'est laisser le pays. Justement. Donc, comment demander? C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question, qui va penser? Comment demander à une élite, ou bien à des jeunes, qui ne se définit pas à travers le cadre haïtien de penser le changement pour un espace dans lequel ils ne se définissent pas. Et c'est là tout le dilemme du changement et de la construction de nouveaux pays. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la réponse à laquelle tous nos téléspectateurs s'attendent. Il y a toujours eu une absence de projet haïtien. L'absence de projet haïtien a conduit à un autre problème. On n'a pas construit l'être haïtien en fonction d'un but ultime. Parce que c'est le projet qui va dire quel type d'haïtien, quel type de citoyen on doit avoir pour pouvoir accomplir ce projet. Et l'école haïtienne également doit s'orienter dans ce processus de construction du citoyen, le citoyen modèle qui va s'adapter à ce type de projet. On n'a jamais eu un projet haïtien. Après la mort de l'empereur, c'est un pays qui a été dirigé par des bras de fer, par des... Non, mais est-ce que l'empereur lui-même avait un projet? Justement, c'est une question à se poser. Et je vais essayer de transposer l'événement de 1804 dans une réalité beaucoup plus actuelle. Par exemple, en 1986, avec le départ de Jean-Claude Duvalier, si le mouvement qui a abouti à 1986 avait un but ultime qui était le départ ou bien éradiquer la dictature, mais la construction de projets haïtiens qui devaient faire suite à la dictature, comme dit certains penseurs, la démocratie naît des entrailles de la dictature, on n'a pas eu ce projet. Et pour preuve, avec les élections de 87 qui devaient amorcer ce virage vers la démocratie, et le fameux Kagoug, vous avez vu que non seulement les parties prenantes qui avaient participé au mouvement de 86, ils sont entrés dans une guerre qui n'a pas fait grandir la République. Au contraire, ça a beaucoup plus divisé la République que d'unir les Haïtiens autour d'un projet commun. Avec la Constitution de 1987, on a eu également un semblant de projet. Mais au final, lorsqu'on regarde la Constitution, c'est une Constitution qui a été élaborée beaucoup plus pour prévenir tout effet dictatorial, tout pouvoir dictatorial, au lieu de construire un projet haïtien viable qui devait amener vers ce bien-être collectif qui est recherché à travers tout système politique. Et jusqu'à aujourd'hui, on a drainé ces imperfections, et ces imperfections ont été génératrices de crises chroniques qui non seulement ont paralysé les pouvoirs de l'État, mais également ont divisé de manière beaucoup plus prononcée les différentes strates ou couches de la société haïtienne. Donc, je vais laisser le soin à mon ami de voilà, oui, justement, Réginald, c'est la même question. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord la construction d'un système axiologique, d'un système de valeurs qui servirait de socle à la pensée pour pouvoir arriver à la construction d'Haïti? On ne doit pas faire parce qu'on nous demande de faire. On doit faire parce que nous constatons qu'il y a nécessité de faire. Et nous sommes convaincus que la seule chose qu'il nous faut, c'est faire ce qui
nous revient de faire. Donc ici, nous avons l'habitude de faire des choses parce qu'on nous demande de les faire. Mais nous ne posons pas souvent la question de savoir ce qu'on nous demande de faire, où cela va nous mener. Et qu'est-ce qui fait que nous suivons ce que les autres nous disent? C'est parce que nous n'avons pas défini notre ligne. Définir une ligne, c'est avoir des principes, des valeurs, une vision et enfin un projet. Nous nous contentons de vivre dans l'activité. Nous sommes très actifs, mais nous pensons peu. Nous agissons beaucoup, mais nous pensons de moins en moins. Et cela donne quoi comme résultat? Le pays que nous avons aujourd'hui. Donc oui, il y a évidemment un problème d'élite, un problème de citoyens, mais il faut fondamentalement se demander quel pays voulons-nous? Et se dire ou se demander quel pays voulons-nous, donc c'est quel pays penser, donc quel pays allons-nous construire? Et dire quel pays allons-nous construire, donc c'est d'abord identifier ces valeurs. Donc c'est ce problème que j'ai avec tous ceux qui s'engagent en politique aujourd'hui. Donc la plupart de ceux qui font de la politique aujourd'hui, ils le font parce qu'un courant les amène en politique. C'est le vent dominant le vent. qu'ils suivent. Mais ce n'est pas toujours un acte par lequel moi, Réginald Calixte, citoyen, je me rends compte qu'il y a des principes, des valeurs, une vision, un projet. En fonction de cela, je m'engage. Mais la plupart du temps, nous nous engageons parce qu'on nous demande de le faire. Et qu'est-ce qui arrive dans ces cas? Nous sommes de mauvais interlocuteurs pour ce pays. Parce que nous qui parlons au nom de ce pays, nous n'avons pas de ligne. Donc tout nous semble bien. Est-ce que vous voulez dire là que nous assistons à ce que je pourrais appeler une sorte de désidéologisation de la vie politique en Haïti? C'est-à-dire la vie politique est désidéologisée, donc nous n'allons nulle part. Vu sous cet angle, je peux dire oui, mais j'aime la nuance. Parce que je n'aime pas la généralisation. Ok. Parce que je dois pouvoir regarder ou voir ceux qui font de l'effort. Donc évidemment, la vie politique est marquée par ceux qui s'engagent sans principe, au nom d'aucune valeur, mais ils ne sont pas les seuls. Parce que moi, ce que j'ai comme conviction, le véritable pouvoir, c'est le citoyen qui l'a. Mais tout le monde le sait. Mais ils ne vont pas dans ce sens. Parce qu'ils savent qu'un citoyen éduqué est un citoyen dangereux. Donc ils ne veulent pas que les citoyens deviennent dangereux. Si on essayait de oui. personnifier ou personnaliser cette il, c'est qui? Donc ceux qui aujourd'hui ont tous les leviers dans ce pays, les leviers politiques particulièrement. Donc, ils ne souhaitent pas que... Économique, quelque part. Économique, politique, etc. Donc ils ne souhaitent pas que les citoyens soient suffisamment armés pour pouvoir redessiner ou guider la destinée de ce pays. Parce qu'une fois arrivé à un carrefour où le citoyen se fait maître de son destin ou du destin de ce pays, ils n'auront d'autre choix que laisser la place à ces citoyens. Donc pour garder leur place, ils n'investissent pas dans l'éducation des citoyens. Donc vous dites que Haïti serait, je mets au conditionnel, la chasse gardée de certaines personnes. Évidemment, et cela depuis bien longtemps. Et l'histoire de ce pays nous le dit. Donc ça fait plus de 200 ans qu'un projet de construction véritable de ce pays a été avorté. Donc peut-être que ce projet aurait abouti à l'émergence de l'homme haïtien. Parce qu'il y a trois choses à faire qui sont fondamentales. Il faut premièrement construire l'individu né en Haïti
en tant qu'être humain. Il faut le construire en tant que citoyen. Et il faut également le construire en tant qu'haïtien. Et la plupart du temps, l'individu qui est né en Haïti, il peut aimer ce pays, mais il ne sait pas comment l'aimer. Il peut vouloir être un bon citoyen, mais il ne sait véritablement pas comment agir en bon citoyen. Donc, il y a tout cela à faire. Parce que, imaginons, les gens qui ont pris, qui ont tout saboté le 6 et 7 juillet, ils le font par amour pour ce pays. Ils le font par ras-le-bol général. Mais ils auraient pu mieux faire si on leur montrait comment mieux faire. Donc, ils n'avaient d'autre choix que cracher à tout le monde leur colère. Mais après cela, ont-ils pris le recul nécessaire pour dire, bon, désormais, nous allons construire ce pays? Non, mais nous sommes la plupart du temps dans la réaction. À un certain moment de l'histoire de la France, et François Mitterrand croyait et savait que avant la construction du Parti socialiste, et qui serait le créateur même de la France, il faut la construction de la conscience. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord construire la conscience ou les consciences en Haïti avant de parvenir à la construction d'Haïti? Justement. C'est la raison pour laquelle, et tout à l'heure, j'ai parlé de ce qu'on appelle l'aliénation sémantique. L'aliénation sémantique vertu. Sa vertu, c'est la déconstruction des valeurs à l'intérieur de la société, de la sphère sociale. Et en déconstruisant les valeurs, l'haïtien se perd dans le concert international. L'haïtien ne sait plus ce qu'il est, il n'a plus d'identité. Et maintenant, il faut reconstruire cette identité. Construire une conscience haïtienne revient à dire qu'il faut construire, et comme a dit mon ami, un individu haïtien, un citoyen haïtien. Mais est-ce que là, ce n'est pas aller contre l'universalisme? Ah ben justement, aujourd'hui, nous assistons à l'échec de l'universalisme. Lorsque nous regardons les prises de parole de Trump, on revient au nationalisme. Okay. Il nous faut ce retour au nationalisme en Haïti. Justement, lorsque nous regardons ce qui se fait à travers le monde, avec les problèmes de la migration, c'est vrai, il y a des voix qui s'élèvent, qui disent il faut plus d'ouverture aux migrants. Mais cependant, lorsque nous regardons ce qui se passe à travers le monde, avec la montée de l'extrême droite, que ce soit à travers l'Europe et aux États-Unis, on a compris qu'il y a ce retour vers les valeurs nationales et non plus vers les valeurs universelles. Pour ce qui est important, tout peuple a une identité. Et à travers cette universalisation, à travers la globalisation, notre identité a été violée. Notre singularité comme peuple a été violée. L'haïtien se perd parce que l'haïtien n'a plus d'identité. Il se projette parce qu'on n'a pas mis les balises pour protéger les valeurs haïtiennes. Et ceci, comme je le disais dans ma première intervention, précisément cela avait vu venir. Mais cependant, il n'y a pas eu de mesures justement pour protéger les valeurs. L'école haïtienne qui participe de ce que Althusser parle d'appareil idéologique d'État, l'Église. Mais les valeurs qui sont prônées à travers ces structures de construction, non seulement d'individus, mais également de citoyens, ne sont pas des valeurs haïtiennes. Il faut revenir à ces valeurs. L'haïtien, c'est quoi aujourd'hui? C'est qui l'haïtien? On ne le sait pas. Mais si tu vas aux États-Unis et que tu dis, bon, voilà, toi tu es américain, qu'est-ce qu'un Américain par définition? L'Américain participe à quoi comme projet global? Mais il le sait, lui. Mais l'haïtien, il n'y a pas eu de projet et l'haïtien n'a pas été construit en fonction de ce projet. Parce que cette conscience qui doit être construite, comme tu l'as si bien dit, Georges, doit être construite en fonction d'un projet. La conscience ne peut pas précéder ce projet. Il faut qu'il y ait d'abord le projet pour pouvoir construire les consciences en fonction des objectifs fixés à travers l'accomplissement des éléments fondamentaux de ce projet. Mais maintenant, et c'est ça le dilemme que j'ai mentionné, qui va construire ce projet lorsque nous considérons que ceux-ci qui ont fait échouer ce projet haïtien de 1804
eh bien, ce sont ceux-là qui sont encore les élites de ce pays, qui ont tous les leviers et qui orientent le pays vers ce précipice dans lequel il s'est trouvé pratiquement pendant 200 ans. Mais pour arriver à la construction, c'est la même question, vous allez pouvoir répondre, Reginald Calixte. Ceux qui sont, alors c'est l'impression, c'est peut-être l'évidence même, ceux qui sont appelés à construire la conscience ou les consciences en Haïti pour pouvoir aboutir à la conscience, à la construction d'Haïti, on a l'impression, peut-être même la certitude, qu'ils se cachent. Je parle des intellectuels. Ils ne font pas leur travail. C'est l'impression que j'ai, moi, personnellement. Je ne peux pas dire que ce sont les intellectuels qui ont la responsabilité de construire ce pays. Je crois que c'est la tâche de tous les citoyens. Non, mais il faut que quelqu'un ou certaines personnes donnent le ton. Alors, ça ne doit pas être tout le monde. Partant du principe qu'il y a des citoyens. Parce que le citoyen, par définition, comme le dit ça, c'est celui qui s'engage. Oui. Maintenant, il y a forcément le désengagement qui est manifeste à travers la société haïtienne et on le voit à travers les élections parce qu'il y a un désaveu des élites. Oui, François Duval, il avait dit que la révolution, ça vient de la tête d'un seul homme qui contamine les autres. Oui. Mais il faut un groupe d'abord. Je réponds. Donc cet acte est un acte citoyen. Donc c'est pas d'abord l'acte de quelques personnes qu'on peut étiqueter ou cataloguer de intellectuels ou X ou Y. Donc c'est l'acte, c'est le devoir de citoyen à quelque titre qu'il soit. Mais ces citoyens doivent pouvoir avoir la conscience qu'ils ont une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est de construire ce pays. Dans l'œuvre de la construction de ce pays, mon devoir, c'est la pensée. Mon devoir, c'est la réflexion. Mon devoir, c'est l'action. Donc, c'est en fonction de ce que nous avons à faire que nous allons définir les responsabilités. Mais le plus important, c'est l'engagement. L'engagement, vous savez ce que c'est? C'est accepter de perdre. J'accepte de perdre mon statut. Cela signifie je m'engage à quelque chose. Autrement dit, je ne dois pas seulement me contenter avec mon statut d'intellectuel pour dire que ma seule tâche, ma seule et unique tâche, c'est de réfléchir, c'est d'écrire et ça s'arrête là. La première tâche, ou la tâche fondamentale, c'est l'engagement. Et mon engagement m'indique à faire ci ou ça. Et je souhaite que mon engagement ait ceci ou cela comme résultat. Et cet engagement s'inscrit dans un projet. Je vais retourner à une question qui a été posée au départ. Et une question relative à l'identité. C'est une question sensible. Il n'est pas toujours facile, ou il n'est pas aisé de dire voilà ce qu'est un Français. Voilà ce qu'est un Américain. Parce que c'est une question qui divise la plupart du temps. Je ne sais pas si vous avez suivi le débat qui se fait actuellement en France avec Éric Zemmour et Abdoulaye. Donc, c'est une question dont le fondement est l'identité. Donc, quand est-on français? Et la plupart du temps, en voulant répondre à cette question avec beaucoup de nationalisme, on exclut beaucoup de personnes. Donc, il faut faire preuve de prudence lorsque nous répondons à cette question. Qui est haïtien? Est haïtien celui qui porte Haïti dans son cœur et qui veut la changer. Donc, lorsque, après cela, nous disons, voici les caractéristiques de ce quelqu'un ou de la personne qui doit être haïtien, et nous risquons d'exclure beaucoup de personnes. Donc, il faut que nous puissions construire des hommes et des femmes qui puissent porter ce pays dans le cœur et qui s'engagent à transformer ce pays. Et la personne qui porte ce pays dans son cœur et s'engage à le transformer n'est autre
qu'un Haïtien. La dernière question, monsieur, parce que l'heure nous fait la guerre. Je vous pose la question à vous deux. C'est comme ça que je fais tout au début. Et quelle est la valeur majeure, la valeur la plus sûre avec laquelle, ou encore qu'il faut mettre en valeur, permettez-moi de le dire ainsi, pour arriver à la construction d'Haïti? Quelle valeur doit-on prioriser? Alors, comme disait mon ami tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle l'engagement. Mais au-delà de l'engagement, il y a la conscience que nous sommes, en tant que citoyens, si nous sommes citoyens, parce que la construction du citoyen, je le dis, ça répond à un projet, parce que être citoyen, c'est s'engager pour l'accomplissement de ce projet. Mais partons du principe qu'il y a des individus qui vivent dans ce pays et qui prennent conscience que la situation actuelle n'est pas idéale, n'offre pas ce bien-être collectif qui est de l'apanage de tous les peuples qui cherchent justement à travers le schéma libéral à vivre mieux. Donc, on ne vit pas selon les principes humains, je dirais cela ainsi. Il faut que des gens s'engagent pour changer les choses. Et s'engager pour changer les choses veut dire que non seulement j'ai pris conscience de l'état actuel des choses, mais je conçois à faire des sacrifices pour permettre que mes intérêts individuels n'occultent pas les intérêts collectifs. Donc, cette phase que j'appellerais transition vers une société où le bien-être serait accessible à certains niveaux passe par la négociation des contradictions entre les différents groupes et les différents individus, si je peux aller à un niveau beaucoup plus bas, beaucoup plus épuré. Maintenant, est-ce que ceux-là qui, dans une société de domination comme la société haïtienne, comme toute société capitaliste, vont accepter de considérer celui qui est dominé comme un être humain à part entière qui doit jouir des droits sociaux, économiques et humains comme partout ailleurs? C'est là tout le dilemme. Parce que la société de domination a une assise, et cette assise n'est autre que le fait que le dominé utilise la violence, que ce soit symbolique ou physique, contre celui qui est dominé. Maintenant, il faudrait cesser cette spirale de violence qui dure depuis pratiquement 200 ans pour permettre à l'individu de s'épanouir. Et l'individu dominé, dans ce processus d'élimination de la violence, doit prendre conscience qu'il était dominé et que maintenant, il doit non seulement s'émanciper et contribuer à la création d'une société où l'égalité des chances n'est plus une utopie, mais également une réalité accessible dans sa dimension humaine. À partir de là, il n'est plus question de faire des assemblées générales, de poser le problème de dialogue national, parce que le dialogue est déjà entériné par ces individus qui s'engagent à construire non seulement un avenir, mais également à construire l'espoir. Parce que l'une des plus grandes réalisations des élites de ce pays, pratiquement depuis 200 ans, c'est le désespoir. La construction ou bien l'élimination de l'espoir dans ce pays qui oblige nos jeunes à se projeter, à faire des projets partout ailleurs, sauf en Haïti, la terre de la liberté, la terre qui les a vus naître, et cette terre qui représente un outil fondamental, ou bien ce qu'on appelle, qui a élevé la liberté au rang de valeur transcendante de l'humanité. Haïti ne s'appartient plus. Haïti appartient à l'humanité parce que Haïti, c'est la terre de la liberté, cette valeur universelle qui est prônée à travers tout le monde, que ce soit occidental et les autres parties du monde. Réginald, la dernière question, sur quelle valeur doit-on s'appuyer pour construire Haïti? Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question telle que demandée, mais je peux répondre ainsi. Je peux dire que nous pouvons partir de 3 principes. Et pour moi, ces 3 principes sont... Il y a un principe qui est d'ordre politique, philosophique et culturel. Nous devons partir de ce que j'appelle l'humanité, la citoyenneté et l'haïtianité. Donc, toutes nos actions doivent tenir compte de ces 3 principes. Nous devons savoir qu'en tant qu'humain, il y a une façon de faire. Nous devons agir de telle sorte que nous puissions construire l'homme haïtien.
nous devons construire de manière à ce que l'homme haïtien doit être en mesure d'agir en tant que citoyen. Et enfin, l'homme haïtien doit avoir conscience de sa dimension culturelle. Donc, nous ne pouvons pas échapper à ces trois principes. Donc, tous les projets que nous sommes appelés à porter, tous les projets que nous sommes appelés à piloter doivent prendre en compte l'humanité, les valeurs qui fondent l'humanité, la citoyenneté, les valeurs qui fondent la citoyenneté, et l'haïtianité est tout ce qui fait de quelqu'un un haïtien. Donc, à partir de la construction, ou à partir de la prise en compte de ces trois principes, nous pouvons dire que nous pouvons construire le pays. Voilà. Voilà, et moi je parviens à la conclusion, à travers ce que vous venez de dire, messieurs, que aussi longtemps que nous persistons à ne pas penser Haïti, sa construction sera toujours utopique. Il y a une phrase que tu aimerais peut-être. On ne peut pas aimer les hommes sans détester ceux qui les oppriment. C'est une phrase de Sartre. Pour toi qui es un grand lecteur de Sartre, oui. je pense que ça te fera plaisir. Voilà. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Restez branchés, vous ne serez pas mieux ailleurs. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading